Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On vous l'a annoncé depuis lundi qu'on devait avoir dans le studio Monsieur Omer Ntougou, le secrétaire exécutif du RAPAC, le réseau des aires protégées d'Afrique, mais qui est aussi un expert international des questions de l'environnement. On devrait parler avec lui de la grande messe de l'environnement qui s'est passée du côté de Paris, qu'on a appelé la COP 21. Notre président, il dit la COP 21. Bon, il n'y a que lui qui sait pourquoi. Omer, bonjour dans le studio. Il y a Jean-Paul, il y a Mosley, il y a Ingrid et Gina. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs également, et peut-être bientôt les téléspectateurs de Urban FM TV. Donc, voilà, et bonne fête à tous aussi. Et bon retour à la maison. C'est quoi un expert des questions de l'environnement avant de rentrer dans nos questions? Disons que l'environnement, c'est la plus grosse problématique que ce siècle aura affrontée. Aura parce que ça va s'empirer. Donc. Et l'environnement, c'est quelque chose qui nous est donné par défaut. C'est-à-dire qu'on est plongé là-dedans dès la naissance et on n'en sort pas avant la mort. Donc il faut des gens qui réfléchissent à ce qui nous entoure, qui réfléchissent à l'intégrité donc de ce que Dieu a créé pour nous, parce que les hommes n'ont pas encore créé les arbres ni les animaux. Ça nous vient de quelque chose qui est extérieur à la vie de l'homme. Et plutôt, l'homme a passé son temps, depuis qu'il est ici sur Terre, à bousiller ce qui était l'harmonie de la Terre telle qu'elle avait été créée par Dieu, c'est pour ceux qui croient en Dieu. Et donc, voilà, un expert des questions environnementales, c'est quelqu'un qui réfléchit à la façon de mieux réintégrer l'homme dans l'environnement et non pas toujours d'asservir l'environnement à l'homme. Mais pourquoi le climat est un problème important pour notre siècle? Eh bien, pour ceux qui sont nés longtemps avant nous, nous tous qui sommes dans ce studio, ils vont vous dire qu'il faisait un peu moins chaud il y a quelques décennies. Et il se trouve aujourd'hui que chaque fois qu'on allume la télé, on voit qu'il y a une catastrophe naturelle qui a eu lieu quelque part, un tsunami qui s'est passé dans un autre pays. On a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, la nature se fâche de plus en plus. Mais en réalité, elle se fâche parce que le climat est progressivement déréglé par l'activité de l'homme. L'homme rejette dans l'atmosphère, par son activité, même l'activité que nous menons ici à Urban FM, rejette beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et ce gaz carbonique réchauffe donc la Terre. Et ce réchauffement fait fondre les glaciers qui sont à la fois au pôle Nord et au pôle Sud. Mais on dit que les arbres utilisent le gaz carbonique. Donc normalement, quand on le produit, les arbres doivent reprendre ça. Alors voilà, et vous vous rendez compte qu'il y a de moins en moins d'arbres. Donc de moins en moins de capacité de stockage du gaz carbonique. À l'origine, le système qui a été créé par Dieu est un système parfait. C'est-à-dire que certains rejettent du gaz carbonique, d'autres le stockent. Et donc c'est un cycle qui était harmonisé, c'est un cycle qui était fermé. Ce cycle est rompu aujourd'hui parce qu'on rejette beaucoup plus que la capacité de stockage de la planète. Et donc, il n'y a pas que les arbres, les océans également stockent le gaz carbonique. Les océans sont de plus en plus pollués, les arbres sont de moins en moins existants, les déserts avancent. Et donc, en définitive, on se retrouve dans une situation où on rejette tellement de polluants dans la nature, l'activité de l'homme, ce qu'on appelle le développement. Le développement est une activité polluante parce que le développement se fait en marge de l'harmonie avec la nature. Si vous allez dans la forêt, pour prendre un exemple que nos auditeurs comprendront facilement, si vous allez dans la forêt et que vous dites « Tiens, je vais habiter sous cet arbre, donc je vais subir les intempéries de la pluie et je vais vivre en harmonie avec la nature qui est là », vous ne créez presque pas de perturbations. Et donc la nature vous accepte telle qu'elle. C'est ce que font tous les animaux du monde en dehors de l'homme. D'accord. Mais si vous allez dans la nature et que vous dites que cette nature n'est pas appropriée à mon mode de vie, donc je vais commencer par débarrasser les arbres, je vais terrasser, donc je vais amputer le sol de sa capacité à produire donc de la vie, parce que le sol produit de la vie. Je vais commencer par raser un peu plus pour construire du béton. Vous allez à l'encontre de ce qui est prévu par le cycle naturel. Et vous enlevez du sol des éléments qui lui sont nécessaires, donc à la régénération du cycle de la vie. Et ça fait en sorte qu'une fois donc vous venez créer de l'entropie, eh bien à un moment la nature se rebelle. D'accord. Prenez le cas d'une rivière
qui a sa source et qui va se jeter dans une mer. Et vous venez au milieu, vous dites non, la rivière là, ne doit pas passer par ici. Moi, je mets mon mur là. Ça existe partout dans Libreville. Hein. Et quand la rivière se fâche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des inondations partout. Oui. Le Libreville est dans une zone qu'on appelle l'estuaire. L'estuaire, ça veut dire que le Como se jette à la mer. Donc, l'eau a ses circuits de passage. Quand on vient construire la ville et qu'on empêche l'eau de passer, ben, au bout d'un temps, l'eau cherche les moyens, tous les moyens qui lui viennent à l'esprit, si l'eau a un esprit, bien sûr. Si que l'eau a un esprit. Hein. Pour essayer d'atteindre la mer, vous voyez. D'accord. Donc, voilà, oui. Omer, tu disais que tout ça, en fait, toute cette organisation a été créée par quelque chose qu'on ne maîtrise pas au final. Peut-être Dieu, voilà, pour les chrétiens et autres. Et qu'à côté de ça, on sait bien que le développement est une activité polluante. Mais, vu la situation dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas espérer évoluer sans penser développement. Mais aujourd'hui, on a quand même des experts en environnement. Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire, en fait? Parce que la pollution dans laquelle nous sommes en ce moment, elle ne s'est pas faite en un jour. Donc, est-ce qu'on peut encore résoudre le problème? Parce que c'est comme si ça ne servait plus à rien, quoi. On n'avait plus qu'à subir. Avant, puisque Gina pose la question de résoudre le problème, je vais ajouter à ça, c'est quoi une COP? Ah, voilà, on rentre dans le débat. Gina disait quelque chose d'important, mais Gina, quand tu poses cette question, tu ne penses qu'à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qui est important. Nous sommes foutus. Le problème de l'humanité... On a plus d'espoir. C'est terminé. Le problème de l'humanité, c'est que nous tous qui sommes là, nous continuons à faire des enfants. Et c'est de leur avenir dont il s'agit. Enfants, petits-enfants, etc. Nous, on vit dans une planète qui est à peu près respirable. Donc, on n'a pas de problème, non. Jusqu'à ce qu'on va mourir, on va bien respirer. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Sauf que nous allons laisser sur Terre des êtres qui n'ont rien fait pour polluer la planète et qui vont subir les conséquences. C'est ça le problème que l'on a aujourd'hui. À savoir qu'est-ce qu'on va être égoïste et ne penser qu'à nous, parce que nous, à la rigueur, on a des climatiseurs, on est tranquille, on a encore des forêts, nous autres. Mais dans 100 ans, aucun de nous là ne sera plus là, sauf si vous faites un peu de fétiche, mais aucun de nous ne sera là dans 100 ans, sauf que nos enfants, nos petits-enfants, eux, ils seront là, et ils vont subir les effets de ce climat. Donc, c'est à nous, aujourd'hui, d'arranger ce problème. La Jojo. Ouais. Voilà. C'est à nous aujourd'hui d'arranger ce problème que nous avons créé et de faire en sorte qu'ils vivent dans un monde qui soit à peu près aussi potable que celui dans lequel nous on vit. D'accord. Alors, la question de la COP. La COP... c'est le gobelet. Voilà. Mais l'image est intéressante. C'est-à-dire qu'en 1990, presque tous les pays du monde se sont retrouvés à Rio de Janeiro et se sont rendus compte que, en fait, on est en train d'aller vers un gouffre là. Nous sommes en train de bousiller la planète et puis nos enfants vont vivre avec des masques à gaz, si vous voulez. Il y a des villes aujourd'hui sur Terre où on vit chaque jour avec des masques à gaz déjà. Je ne vais pas citer des noms ici. D'accord. Et donc, c'était la fameuse conférence de Rio sur la biodiversité, sur le climat et sur la désertification. D'accord. Donc, 3 grandes conventions sont sorties de cette conférence de Rio. Et vous savez, ce n'est pas des ONG qui prennent des décisions à l'échelle de la planète, c'est des pays. Et dans le langage diplomatique, les pays sont appelés des parties. C'est-à-dire des parties prenantes à certaines décisions. Chaque fois, le Gabon a signé, donc le 5 juin 1992, le Gabon a ratifié la Convention sur la biodiversité. Ensuite, le Gabon a signé la Convention sur la biodiversité qu'on a ratifiée en 1997. Ensuite, le Gabon a signé et ratifié la Convention sur les changements climatiques. Cette convention dit quelque chose de très simple. C'est que le modèle de développement que l'Occident prône, ce n'est pas un modèle de développement viable. Donc, mettons-nous d'accord pour réduire notre capacité de pollution de la planète. Tous les pays se sont mis d'accord, donc toutes les parties se sont mises d'accord pour dire que nous allons réduire l'industrie occidentale, l'industrie du monde, vous savez, l'industrie pétrolière, l'industrie forestière, la métallurgie, tout ça, tout ce qui pollue. Nous allons réduire cette capacité et ramener le taux d'émission à celui de 1990. Bon.
personne n'a rien fait. Les pays se sont retrouvés une fois, 2 fois, 3 fois. Et à Paris, on s'est retrouvés pour la 21e fois. C'est ça la COP 21. C'est ça la COP 21. C'est la conférence des pays qui se retrouvent autour des questions du climat. Ça, c'était la 21e fois qu'on dit aux pays que retrouvez-vous et essayez de trouver un accord. Ça, c'est l'accord de Paris là, avec lequel qu'on a eu à ratifier. Donc, que les pays ont signé, sur lesquels les pays se sont entendus donc mi-décembre. Donc, les pays se sont retrouvés pour la 21e fois en se posant une question simple. Ça fait 20 fois qu'on se retrouve ici. Dans tous les pays du monde. Hein. Bon, maintenant, la COP 22, c'est au Maroc. Alors, est-ce qu'on va aller à la COP 22 en se disant qu'on a échoué à la COP 21 pour avoir une COP 23? C'est bien de se retrouver, mais se retrouver pour faire quoi? Ah ouais, c'est la question. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas alors quand vous vous êtes retrouvés? Moi, j'ai une question justement par rapport à ça. Alors, on se rappelle que la COP de Copenhague était un véritable fiasco diplomatique. Aucune des parties n'était parvenue à un accord. Qu'est-ce qui, selon toi, a véritablement... Quelle était la différence entre la COP de Copenhague et celle de Paris? Qu'est-ce qui a fait justement que les parties parviennent enfin à un accord acceptable? Alors, moi aussi je peux poser une question. Ici, c'est Urban FM ou c'est Environnement FM? Apparemment, c'est Jeunesse FM. Vous êtes blindés. Alors, oui, Copenhague, il y avait beaucoup d'espoir sur Copenhague. Bon, on se souvient d'ailleurs que le président de la République a fait un discours très fort là-bas. Il se trouve que quand on arrive à l'entrée d'une COP, on vient avec beaucoup d'espoir. Et quand on sort de cette COP-là, 1 année, 2 années plus tard, c'est pas l'ampleur des résolutions. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et les pays peuvent signer ce qu'ils veulent. Il y avait un célèbre président français qui est toujours vivant qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et on s'est retrouvé à comprendre depuis le protocole de Kyoto en 1997, parce qu'il y a le premier accord important, c'était à Kyoto en 1997, où les pays occidentaux, donc les premiers pollueurs, ont pris la résolution de réduire leur capacité de pollution. Rien n'a été fait. On se retrouve à ce grand moment de Copenhague où on est parti avec beaucoup d'espoir. On est sorti de là, on s'est rendu compte que rien n'a été fait. Parce que la question elle est très simple. Aujourd'hui, sur Terre, celui qui pollue, ce n'est pas celui qui subit les effets de la pollution. Donc il y a des pays pollueurs, il y a des pays pauvres qui subissent les effets de la pollution. Et ces pays pauvres n'ont pas une capacité de négociation très forte. Ce qui s'est passé à Paris, c'est que les pays pauvres, les pays africains notamment, se sont coalisés et on dit on ne signe pas si on ne tombe pas sur un accord qui soit contraignant pour tout le monde et non pas simplement contraignant pour nous autres Africains. Et avec donc un tapis de financement qui va permettre donc d'accompagner les pays pauvres pour les questions d'adaptation au changement climatique. Donc c'est le principal acquis de Paris, c'est-à-dire que l'accord est contraignant pour tout le monde. Mais bien entendu, les accords n'engagent que ceux qui y croient. Donc, aussi. Bon, moi, je voulais poser... Pardon, Gina, juste une question. Bon, nous, le Gabon, nous sommes un pays à 85% couvert par la forêt. On ne subit pas, par exemple, les mêmes problèmes climatiques que des pays du Sahel ou des pays du Nord. Moi, je veux savoir, nous qui sommes aussi un grand absorbeur de gaz carbonique, qu'est-ce que la COP21 prévoit pour nous, le Gabon, ou de manière un peu plus globale, les pays d'Afrique centrale? Il faut poser la question autrement, parce que effectivement, nous partons souvent dans ces COP-là comme des mendiants, mais le Gabon est un des pays qui aujourd'hui, bien qu'ayant une petite surface à l'échelle de la planète, est un des pays qui aujourd'hui essaie de porter une autre voie. Et d'ailleurs, on était ceux qui étaient un peu les frondeurs pendant cette COP21 pour porter une autre voie. Parce que c'est dangereux, effectivement, de penser que nous sommes à l'abri parce qu'on a beaucoup de forêts. Sur le plateau d'une radio célèbre, en l'occurrence Urban FM pour ne pas la citer, je disais ici il y a quelques temps, que les déserts ont une psychologie. Les déserts ont vocation à se rencontrer. Les déserts aiment se rencontrer. Parce que les déserts circulent. Alors, c'est vrai, on a le bassin du Congo avec cette grande forêt, mais quand vous regardez le bassin du Congo, au nord, il y a le désert du Sahara, et au sud, il y a le désert du Kalahari. Le jour où ces deux déserts vont se rencontrer, le bassin du Congo aura disparu.
Donc, nous qui avons ce réservoir de biodiversité, nous ne sommes pas à l'abri du danger, au contraire. Parce que les pays du Sahara aujourd'hui, les pays du Sahel sont en train de s'organiser pour vivre dans... Vous allez au Burkina Faso, il fait très chaud. Mais les gens s'organisent là-bas pour vivre avec cette chaleur-là. Nous, on ne s'organise pas parce qu'on s'est dit, oh, les arbres nous protègent ici, là. Donc, il faut qu'on commence à se dire que nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires de tous ceux qui, sur la planète, vivent les effets du changement climatique. Ce que la COP 21, ce que les conférences des parties, ce que la grande convention sur les changements climatiques prévoit, c'est que chaque pays doit commencer par faire son plan d'adaptation. Le Gabon a été le premier pays africain à présenter son plan d'adaptation au changement climatique. En disant que bon, nous c'est vrai, on est un peu moins perturbé que les autres, mais vous savez, vous allez au Sénarest aujourd'hui, les chercheurs du Sénarest vont vous dire que si on ne fait rien, dans une 50aine d'années, Port-Gentil va disparaître parce que Port-Gentil va être en dessous du niveau de l'eau. Et comme les eaux montent, Port-Gentil va complètement disparaître. Ceux qui ont vécu à Port-Gentil, comme moi, comme Dafresh d'ailleurs, savent qu'à certains moments, à Port-Gentil, on boit de l'eau salée. Ouais. Ça veut dire que les cuves s'inondent et que l'eau de mer vient se retrouver au robinet. Donc la ville est passible d'inondation. Donc nous sommes au cœur de cette question-là. Et ce que la COP21 dit, ce n'est pas simplement que bon, on va vous apporter de l'argent, mais qu'est-ce que vous-même, en tant que pays souverain, vous prévoyez pour vous adapter au changement climatique. À partir de là, une fois que vous avez une stratégie, eh bien, quelles sont, la question que nous aussi on a posée à la COP, c'est que bon, mais si nous on a notre stratégie, quels sont les mécanismes de financement qui vont permettre que nous puissions mettre en œuvre cette stratégie-là. Il y a les stratégies pays, mais il faut aller beaucoup plus loin. Le Gabon n'est pas seul en Afrique centrale, et si nous, on protège bien, je donne une image, si on protège bien nos écosystèmes et qu'autour de nous, ils ne font rien, on aura un îlot de prospérité autour d'un océan de misère et tout le monde va venir chez nous parce que ce sera bien protégé et finalement l'effet qu'on aura recherché va disparaître plus tard parce que ça va être saccagé. Donc il faut travailler en collaboration avec tous les pays qui sont autour. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est dans la rubrique l'invité du jour et on reçoit monsieur Omer Ntougou qui est le secrétaire exécutif du RAPAC. Et vous pouvez donc envoyer vos questions au 04 54 24 61 Ingrid. Ouais, moi je voulais demander à ce moment-là quelle est enfin que devrait être ou bien quelle est, on va dire, la place de la jeunesse à ce moment-là, vu que on parle des générations, on pense aux générations futures. Ah, ça c'est une très bonne question. La différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi j'ai pollué la planète, c'est vous qui allez la subir. Donc, si la jeunesse ne prend pas conscience du fait que c'est elle qui va avoir à gérer ces problèmes-là, eh bien, vous allez rater votre avenir. Parce que on ne va pas créer de nouveaux Gabonais par un claquement de doigts. C'est forcément vous, les jeunes, qui allez être là au moment où les choses vont commencer à se dégrader. Ou au moment où il faudra prendre des décisions importantes. La jeunesse va trouver un monde en crise. La jeunesse, actuellement, trouve déjà un monde en crise. Nous sommes dans une situation où ce n'est plus de la philosophie qu'il faut faire, c'est des moyens d'action qu'il faut trouver. Et donc, la première chose que les jeunes devraient faire, c'est de s'informer sur les questions du climat, parce que c'est très important. Même si nous, aujourd'hui, on a l'impression d'être relativement protégés, parce qu'on a beaucoup de forêts autour de nous, on ne se rend pas compte que ce sont ces forêts-là, que c'est cette nature luxuriante-là qui nous protège pour l'instant. Donc les jeunes devraient s'informer sur les questions du climat. Tout à l'heure, on parlait de l'éducation nationale. Là, je pense que c'est Gina qui en parlait et peut-être aussi un peu toi aussi. Le système éducatif devrait intégrer ça dans les programmes scolaires, à savoir que nous allons dans un monde qui va être de plus en plus perturbé. Ce n'est pas une théorie, c'est acquis. Et les jeunes vont devoir être, d'une part, informés, mais préparés à trouver des solutions. Et un média comme Urban FM, bon, moi j'aime bien votre radio, c'est tout rouge à l'intérieur. Je comprends pourquoi d'ailleurs, même chez moi les voitures, mes enfants mettent des voitures en rouge maintenant. Mais une radio comme Urban FM devrait être un peu plus verte, vous devrez avoir des plantes ici à l'intérieur.
de la radio pour absorber quand même le CO2 que vous produisez, vous, ici, et créer un petit cycle. Ben on va se retrouver dans un pays d'arbres, hein, Omer, si on continue comme ça. Parce qu'il y en a qui n'ont plus d'arbres, qui sont à l'aise, et nous, on doit avoir des arbres partout. Voilà. Comment on peut construire une maison si on a les arbres partout, si on ne doit plus couper les arbres? Pourquoi je voulais aussi demander comment on fait justement, est-ce que c'est possible de parler de développement, parce que l'Afrique a envie de se développer, et en même temps on nous demande de mettre un frein en fait à la coupure d'arbres. Entre parenthèses, est-ce que c'est pas un peu très bien. Ne penses-tu pas que ce soit égoïste, étant donné que nous avons réussi, maintenant vous devez rattraper les bêtises que nous avons fait, et surtout tenez-vous bien, ne coupez pas vos arbres et ne sacrifiez pas les animaux, parce que nous tous nous devons vivre. Quand je disais que les jeunes doivent être informés, ça ne s'adressait pas à Urban FM, apparemment vous êtes déjà informés. Non, la question est importante. On est d'accord que le développement est générateur de désordre environnemental. Donc, il faut nécessairement avoir une pression minimale sur l'environnement pour se développer. Ne serait-ce que pour faire une route, il faut couper des arbres. Il n'y a pas de problème. Une maison aussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. À l'échelle mondiale, on est d'accord sur le fait qu'il faut une pression minimale sur l'environnement pour se développer. Mais cette pression ne doit pas entraîner une incapacité auprès de l'environnement à vous protéger. Ne vous en faites pas. Quand on parle de forêt, la plupart des Gabonais ne voyagent pas beaucoup dans les pays occidentaux. Quand on parle de forêt, vous n'imaginez pas ce que c'est. Parce que vous avez ici une forêt. Si vous allez en France, pour ne pas citer le pays qui nous a accueillis à la COP21, chacun de vous ici va rentrer dans une forêt. Au bout de 30 minutes, va commencer à demander à son voisin que la forêt là va commencer quand. On va vous expliquer que ce sont les arbres de 15 cm là qui font la forêt. Ce sont des forêts qu'ils ont coupées et à la fin du 19e siècle, ils ont été obligés de replanter des arbres. Donc vous avez des arbres alignés et ils appellent ça une forêt. Ils appellent ça même le bois d'ailleurs. Nous, on a une forêt, c'est-à-dire que quand vous arrivez devant un arbre qui a 250 ans, vous n'avez pas à le contourner. Avec toute la biodiversité qu'il y a autour. C'est une richesse immense. Maintenant, bien sûr, nous portons aussi la voix dans les organisations internationales pour dire que le Gabon ne va pas amputer, le Gabon, l'Afrique, les pays pauvres ne vont pas amputer leur capacité à se développer parce qu'il faut que les pays occidentaux respirent. Nous devons nous-mêmes trouver le moyen de nous développer. Absolument. Mais la grande question que je pose à la jeunesse, parce que c'est la question que la jeunesse aura à résoudre, et il faut que vous commenciez à vous poser cette question-là, c'est que est-ce que le seul modèle de développement qui existe dans l'univers, c'est le modèle de développement occidental? Et moi, la question que j'ai envie de te poser, Omer, c'est est-ce que le développement vert existe réellement? Ben voilà. Parce que si ça marchait, pourquoi est-ce que depuis le temps, on n'a pas commencé à le mettre? Et pourquoi les pays comme les États-Unis et la Chine, qui sont les grands pollueurs, refusent toujours de diminuer de diminuer leur taux d'émission de gaz à effet de serre, et surtout de se lancer dans ce développement vert dont tout le monde fait la promotion en fait. Ce serait tellement simple. Et pour enchérir, je voudrais ajouter une question qui va dans le même sens, mais en disant est-ce qu'aujourd'hui c'est pas quand même de la surenchère, parce que est-ce qu'objectivement ce qu'on devrait combattre, ce n'est pas c'est la pollution en lieu et place du réchauffement climatique, qui est d'ailleurs un cycle naturel de la vie sur Terre? Non, le climat a son cycle. La pollution qui est d'origine humaine est néfaste. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de... Alors, je vais parler le langage des jeunes pour vous dire que c'est pas parce que l'autre est idiot que je vais être idiot non plus. Les Occidentaux ont choisi un mode de développement qui est extrêmement destructeur. Bien sûr que ça leur apporte beaucoup, par ailleurs, ça leur apporte beaucoup d'autres services, ce modèle de développement-là. Et ils veulent le conserver. Eh bien, ils ont les moyens financiers de le conserver, ils ont la puissance pour conserver ce modèle de développement. Quand je dis puissance, y compris la puissance militaire, ils ont la puissance diplomatique, ils ont la puissance politique internationale, ils maîtrisent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien sûr qu'ils ont tous les leviers en main pour s'imposer comme ceux qui vont préserver leur modèle de développement.
et nous imposer ensuite, ils ont aussi ces moyens-là, des modèles de développement qui soient plus respectueux de l'environnement pour leur permettre, eux, de conserver leur système et leur mode de vie. Bon, bien sûr, si moi, j'ai acquis une certaine notoriété et que je vais préserver cette notoriété-là, je vais passer par tous les moyens pour le faire. La première chose, c'est de tenter de comprendre d'abord. La seconde chose, c'est de se dire que est-ce qu'il y a... Gina a posé une question dans laquelle elle avait déjà des stigmates de réponse d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un développement plus vert, plus respectueux de l'environnement, plus en phase avec les cycles naturels de vie? Mais oui, ça existe. Ça existe. La question donc c'est, est-ce que le modèle c'est le Japon, la Corée du Sud, tous ces pays qui ont suivi le modèle occidental à outrance et qui aujourd'hui sont dans des cycles de... Le Japon, c'est le pays le plus endetté de la planète. Et pourtant, le Japon, tout le monde sait que c'est l'un des pays les plus développés du monde. C'est-à-dire qu'en 50 ans, ils ont fait un bond incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié derrière? Je n'ai pas envie de dire ici, tout le monde le sait, les drames qui arrivent au Japon avec les tsunamis ces temps-ci, etc. Donc, est-ce que le modèle de développement que l'on veut avoir avec la forêt qu'on a là, c'est de nous dire que bon, la forêt, ce sont des arbres qui peuvent faire des meubles, ce sont des arbres qui peuvent simplement être exploités par l'exploitation forestière et rien d'autre. Ou bien nous allons nous aussi être capables de nous dire que bien sûr, on veut vivre la modernité comme les autres pays du monde, parce qu'on fait partie du concert des nations du monde. On veut vivre la modernité, on veut avoir les outils de la modernité, Internet, les avions, tout ça là. Mais nous pouvons, à l'intérieur de notre espace qu'est le bassin du Congo, promouvoir un développement qui soit beaucoup plus respectueux de l'environnement, même si on est conscient que s'il faut faire une route entre le Gabon et le Cameroun, on va détruire quand même des forêts, des montagnes, des animaux vont mourir, etc. On le sait. Mais n'est-il pas possible, derrière cela, d'avoir une conscience environnementale plus poussée? Quand vous allez dans les pays occidentaux aujourd'hui, au-delà du désordre environnemental qu'ils ont créé, ils ont réussi à créer une harmonie urbaine, une harmonie dans la cité. Et aujourd'hui, pour eux, la protection de l'environnement, pour eux, la protection de l'assainissement, ça se passe au quotidien. C'est-à-dire que vous allez dans une ville, vous allez dans une école, il y a 3 poubelles, on met les plastiques ici, on met les verres là, il y a cette conscience qui arrive aujourd'hui jusqu'à la maternelle. Mais nous, on n'en est pas encore là, on se dit, oh bon, il y a moi l'individu, hein, et puis il y a l'État. Donc c'est l'État qui doit gérer tout, et puis moi, je vis comme je dois vivre. Et on arrive à un paradoxe, je vais terminer là-dessus, avant votre prochaine question. On arrive à un paradoxe qui est grave. Je prends le cas du Gabon. Vous avez le paradoxe qu'il y a l'environnement urbain qui est complètement dégradé. Regardez les Libreville. Parce que les citoyens se sentent irresponsables. Ils disent que c'est l'affaire de l'État. Mais quand vous allez dans nos villages sont propres. Très propres. Balayés chaque matin par ces mêmes citoyens. Parce que c'est nous qui allons passer les vacances au village. On est propre dans nos villages, en harmonie avec l'environnement. Quand on arrive en ville, on n'est pas capable de transporter cette propreté et l'implémenter en ville parce qu'on se déresponsabilise au profit de l'État. Et quand l'État est défaillant, les poubelles s'accumulent, etc., etc. Vous voyez? Donc, il y a une responsabilité qu'on perd alors que nous sommes éduqués dans nos traditions à conserver, à protéger les ressources. Omer, ils ont dit qu'ils vont donner 100 millions. Ils ont donné 100 millions de dollars jusqu'en 2016. Est-ce que ça peut régler tous les problèmes que les Africains ont en ce qui concerne le développement vert? Et surtout que 100 millions pour, on va dire, 54 États en Afrique, plus l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, est-ce que c'est suffisant? Alors que pour conserver les parcs nationaux, il faut plus même déjà de 20 millions de dollars par an. Bon, alors, je retourne encore la question. Pourquoi ils veulent nous donner de l'argent? Alors, est-ce qu'on leur a demandé ça? Ils veulent payer notre silence. Ils veulent payer notre silence. Ne construis pas ta maison, il faut louer, je vais te donner le loyer chaque fin du mois. Non, c'est ça que ça veut dire. Justement, il faut qu'on arrête de partir en disant qu'on veut l'argent, on veut l'argent, on veut l'argent. C'est pas comme ça c'est pas par ce bout-là qu'on prend le problème. Et c'est même pas comme ça que le Gabon prend le problème. Moi, je vais vous dire que le Gabon, ces dernières années, en matière d'environnement, a fait des bonds spectaculaires.
dans ce secteur-là, a fait des bons spectaculaires, tant dans la conception que nous avons aujourd'hui de la protection de notre environnement, de notre nature, que dans les projections que nous faisons pour le futur. On était dans une logique où pour les parcs nationaux, par exemple, on se disait qu'on attend que, nous on crée les parcs, on attend que l'Occident apporte l'argent. Depuis quelques années, le Gabon dit j'investis moi-même dans mes parcs nationaux. Quand vous voyez les voitures de l'ANPN circuler, les agents de l'ANPN, c'est l'État gabonais qui fait des efforts pour dire que bon, je commence par mettre moi-même le sous-bassement, je construis la maison, maintenant je vais demander à la communauté internationale de m'aider à la maintenir en place. Et donc, quand la communauté internationale dit 100 millions, 1 milliard, les besoins sont immenses, effectivement. Les besoins sont immenses. Mais on ne fera pas l'impasse, on ne fera pas l'économie d'un investissement des pays eux-mêmes dans leur propre environnement. Parce que personne sur Terre ne vit éternellement sous perfusion, c'est pas possible. Il faut qu'à un moment, vous-même, vous preniez le galon de vous dire que bon, c'est vrai que nous ne sommes pas, nous, responsables de la pollution à l'échelle de la planète, nous ne sommes pas, nous, responsables des changements climatiques à l'échelle de la planète, mais il s'agit de notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Il s'agit de notre sous-région. Qu'est-ce qu'on fait? Comment nous nous organisons nous-mêmes pour faire avancer le problème? D'accord? Celui qu'on accuse d'être le pollueur, lui, il est tranquille. Hein? Chez lui, il a son écran plat, il a son climatiseur, il a son panneau solaire sur le toit. Eux, ils ont la technologie pour s'adapter. Les Occidentaux ont la technologie pour s'adapter. Et donc, ils pourront s'adapter. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'industrie cinématographique américaine, parce que cette industrie est toujours en avance sur le temps, vous voyez qu'ils pensent même déjà aller construire des maisons sur la Lune, sur Mars, etc. Ils imaginent même un monde déjà où on peut se débarrasser de la planète Terre et puis on va vivre dans une autarcie. Ils ont la technologie et ils ont les moyens de s'adapter. Nous, on n'a ni la technologie, ni les moyens pour nous adapter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe le temps à les accuser que vous avez bousillé la planète, donc payez? À un moment, ils vont nous dire, bon, donc, si vous voulez qu'on paye en permanence, mettez-vous sous notre tutelle, abandonnez vos indépendances, et puis on va se sentir responsable de vous. Mais justement, mais est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce que c'est pas déjà le cas? Une de mes dernières questions, Omer. Une de tes dernières questions. Oui, après j'aurai la dernière question. De ces dernières questions, d'accord. Omer, on ne peut pas, c'est qu'en ce moment, si j'ai cet ordinateur qui me permet... La prochaine fois, tu nous emmènes nous tous. En ce moment, si j'ai cet ordinateur qui me permet de travailler... C'est vous qui devriez représenter le Gabon, finalement. Si j'ai cet ordinateur qui me permet de travailler, je n'aurai pas besoin, en fait, d'un autre aussi performant soit-il. C'est que je ne vais pas inventer l'autre parce que je sais que j'ai quelque chose qui me permet de vivre au quotidien. Les Occidentaux, ils créent la technologie pour s'adapter, les panneaux solaires, les éoliennes et autres, parce que ils savent qu'ils en ont besoin, en fait, pour répondre à leurs problèmes de pollution qu'ils ont créés. Nous, en réalité, en étant au Gabon, c'est vrai qu'il fait un peu plus chaud et machin, mais on ne sent pas, par exemple, la pollution. Je veux dire, en Afrique, on ne la sent pas vraiment, donc on ne va pas aller inventer un truc pour nous sauver de la débâcle de la planète. Par contre, et là c'est le problème du transfert des technologies, est-ce qu'ils ont parlé de ça là-bas en disant que bon, étant donné que nous on a tout gaspillé, on va vous montrer comment faire pour ne plus gaspiller aussi? Alors, où ils vont nous vendre ça? Alors, je prends ta première assertion. Parce que... Tu dis si j'ai un ordinateur, j'ai pas besoin de... Je ne vais pas en inventer un autre plus performant si celui-là il répond à mes besoins. Très bien. Un Alcatel One touche au téléphone que tu avais il y a 2 ans. Il répondait, ça c'est un iPhone 5. Qu'est-ce que tu fais avec ça? 6S. Qu'est-ce que tu fais avec un iPhone 6? Tu n'en as pas besoin. Mais c'est pas nous qui l'avons inventé. Ça va finir où? Est-ce que c'est pas parce que c'est pas toi qui l'as inventé que tu es obligé de l'utiliser? Ça va pas finir en Occident, ce téléphone. Ça va finir dans une poubelle de Libreville. À polluer la planète, à polluer le Gabon. Ton téléphone et tous les téléphones que tu as eu avant et que tu as jeté aujourd'hui, ça ne termine pas dans les poubelles de l'Occident. Ça termine ici, sur le sol gabonais, à polluer le sol, à polluer le sous-sol. L'enjeu, c'est à ce niveau-là. Si tu estimes que la technologie telle qu'elle est, le mode de vie, parce que c'est de ça dont il est question, le mode de vie tel qu'on le vit aujourd'hui nous apporte beaucoup plus de bien que beaucoup plus de pollution, on continue sur cette voie-là. Mais
quand je parle d'indépendance, quand je disais tout à l'heure que les pays occidentaux nous disent que vous êtes aussi un peu responsables, personne ne t'a forcé à aller acheter ce téléphone qui a été fabriqué en Occident. Personne. En fait, oui. C'est ta souveraineté qui t'a dit, bon, moi je veux une technologie un peu plus avancée, etc. On aurait pu au Gabon rester sur le téléphone. Est-ce qu'on a l'intelligence pour créer un autre modèle de développement? On a cette intelligence et ce modèle de développement n'est pas inventé. Mais ça n'existe pas. Le modèle de développement qu'on a aujourd'hui, c'est le modèle de développement l'occidental. Mais non, attention. Je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. On est conscient que nous vivons dans un monde qui est interconnecté. D'accord ? Il n'est pas question de repartir au 19e siècle et de fermer Internet. Il n'est pas possible non plus de repartir il y a quelques années, le téléphone était filaire à Libreville. Le téléphone filaire n'existe presque plus au Gabon. On est sur le téléphone portable. Bon. Mais la question, c'est au quotidien, notre mode de vie est profondément destructeur. Et je vais vous dire même beaucoup plus destructeur qu'en Occident. On a des éléments de la nature qui sont renouvelables. Ce qui est intéressant avec le bois, par exemple, c'est qu'il pousse, vous coupez un arbre, l'arbre repousse. Vous le coupez, il repousse. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle un matériau renouvelable. Si vous allez à Montréal, au Canada, et dans certains pays d'Amérique du Nord, même aux États-Unis, vous allez voir que les maisons qui font 100 ans, ce sont des maisons en bois. Au Gabon, pourquoi on n'a pas de maison en bois? Pourquoi on n'a pas la technologie du bois? Mais si on construit en bois, ça veut dire qu'on va couper les maisons. Il pleut après. Si on construit les maisons en bois, c'est qu'on va couper les arbres. Je vous parle d'énergie, je vous parle de matériaux renouvelables. Mais le bois, chez nous, on aime construire sur la durée. C'est-à-dire, on ne veut pas revenir sur un investissement. je vous dis que l'investissement le plus durable, c'est le bois, justement. Mais nous n'avons pas la technologie de la conservation du bois. On ne peut pas construire un building en bois. Mais bien sûr que si. Ou en briques de terre cuite. Oui, par exemple. Ça, par contre, je suis d'accord. Ça se fait actuellement dans beaucoup de provinces. En terre cuite, oui. Il y en a au Rwanda. Comme les States. C'est vraiment la mode d'Aoyem en ce moment. Quand vous parlez du bois, vous parlez de quoi? Les planches qu'on met, c'est pas ça le bois. Mais le parquet, les gens qui ont des maisons avec du parquet en France, quand on construit des immeubles aujourd'hui, on construit juste la structure. Et on remplit le reste avec quoi? Avec des placages. Et quand vous voulez changer les bureaux, on casse là, c'est du bois. Là, on ne peut pas, ça c'est Urban FM. Regardez comme ça se fend d'ailleurs. Voilà un nouvel immeuble, c'est déjà fendu là, vous voyez? Non, c'est pas fendu. C'est pas le ciment. Ça c'est le bois. C'est le bois. Tu lui donnes la Donc, le bois c'est une technologie durable. Le bois c'est une technologie qui s'intègre à l'environnement et qui n'est pas polluant. C'est-à-dire que vous prenez un morceau de bois que vous avez utilisé, vous le déposez là, vous venez 15 ans après, ça s'est intégré dans la nature. D'accord? Mais la brique de ciment, toute la technologie qu'il faut, le quinclair et tout ça, enfin, vous n'êtes jamais allé en Toum pour voir un peu les toits des maisons et tout ça là? Tout est blanc. Le quinclair, tous ces trucs-là, c'est extrêmement polluant. Donc, nous avons pris un mode de vie, parce qu'on veut la maison en dur, on veut le climatiseur, on peut construire des maisons même avec des briques de ciment, si c'est ce qu'on veut garder, mais sans avoir besoin d'utiliser des climatiseurs. On peut faire des maisons qui ont des volets un peu plus grands, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous connaissez le ministère des Affaires étrangères du Gabon, le bâtiment. Ils ont mis les panneaux solaires là-bas, ça n'a pas fonctionné. Dans une ville comme Libreville, qui est au bord de la mer, je parle de le même bâtiment, ancien ministère des Affaires étrangères, qui était complètement tout vitré, tout fermé. Dès que la clim se coupait là-bas, il fallait ouvrir les volets. Si on ne pouvait pas ouvrir les volets, il fallait évacuer le bâtiment. C'est ce type de construction-là qu'il ne faut pas avoir. Quand aujourd'hui, on a des architectes gabonais, je pense, qui peuvent quand même réfléchir à des modèles de ville, des modèles de développement, des modèles d'intégration urbaine qui soient beaucoup moins polluantes et beaucoup plus, j'ai envie de dire, génératrices de bien-être que ce qu'on vit aujourd'hui. On a l'impression qu'on ne pense plus.
Si vous voulez construire une maison, à la rigueur, vous allez même sur Internet, vous voyez une maison occidentale et puis on l'importe ici et puis on fait sans réfléchir à la façon dont notre environnement se développe, notre environnement bouge. Se comporte, ouais. Voilà. Le bâtiment, moi, qui me plaît, même si, bon, c'est un peu relatif ce que je vais dire, vous regardez le ministère des Eaux et Forêts, par exemple. À première vue, c'est un ministère qui représente la forêt, qui... Il y a beaucoup les plans. Mais c'est pas la déco qui t'est... Et c'était... Il y a la déco, et il y a aussi le fait que ce ministère est construit, c'est des paliers qu'on a construits, et à l'intérieur, c'est des panneaux qu'on peut changer. Hein. On peut remodifier la configuration des bureaux. Donc, c'est un immeuble qui pose moins de dégâts quand il faudra le reconfigurer, par exemple. Mais les bâtiments qu'on a construits et certains qu'on est encore en train de construire aujourd'hui, on a l'impression... Bon, non, là, je ne cite pas les contemporains. C'est lui qui nous rapproche de l'endroit. Omer, moi, je voulais Ce que j'ai envie de vous donner comme les écoles, par exemple. Les écoles, dans tout le Gabon, les écoles devraient être un modèle d'intégration. Ouais. On n'a pas besoin d'aller demander de l'argent à l'étranger. On a juste besoin de faire un concours d'architecture nationale. Dire aux architectes gabonais qu'on veut construire des écoles modèles. Faites-nous des propositions. Je sais pas, 1 million à la clé ou bien un passage gratuit sur Urban FM pendant 1 an. Omer, les dispositions qui ont été prises à la COP 21 du côté de Paris, qui va assurer la respectabilité de ces dispositions? Le contrôle. Bon, d'abord, ce qu'on a dit à Paris, c'est que c'est un accord contraignant. Bon, c'est contraignant pour tout le monde. Donc tout le monde est contraint de l'appliquer. Je répète encore une fois que les accords n'engagent que ceux qui y croient. C'est un accord contraignant. Ça veut dire que les dispositions qui ont été prises, tant des dispositions de coopération technique, des dispositions de coopération financière, hein, y compris les dispositions, les engagements sur les questions d'adaptation, les engagements sur les questions de réduction des émissions, ces engagements sont contraignants. Bon, les COP ont lieu tous les 2 ans. On va, dans 2 ans, faire le bilan certainement au Maroc pour voir comment ça a évolué. L'expérience qu'on a aujourd'hui ne plaide pas en faveur du fait que les gens vont respecter cet accord-là. Parce qu'on a eu des accords intéressants qui n'ont abouti à rien. Moi, je suis pour la responsabilité de chaque État devant ses populations et ses propres problématiques. Et je crois que c'est la voie que le Gabon a choisie. Sans attendre que le monde entier ne se décide sur quoi que ce soit, je pense que petit pas par petit pas, nous faisons quand même des efforts tant sur l'espace national qu'en Afrique centrale, hein, pour amener quand même les pays d'Afrique centrale à avoir cette préoccupation-là comme une préoccupation majeure. C'est important parce qu'on va faire le bilan des COP jusqu'à la COP 50 et on va se rendre compte que chaque fois qu'on se retrouve dans des grandes réunions, on prend toujours de grandes résolutions. Mais qu'est-ce qui se passe au quotidien? N'oubliez pas aussi que le pays qui fait le plus d'efforts au monde en matière d'invention de modèles ou de technologies alternatives, c'est encore les États-Unis d'Amérique, hein, c'est-à-dire le plus grand pollueur. C'est aussi le pays qui a les moyens de faire des inventions qui permettent d'atténuer quand même dans la vie au quotidien les effets des bouleversements climatiques. Donc, il n'y a pas de blanc ni de noir dans l'affaire. Un accord, c'est un cadre de travail. D'accord ? C'est un cadre de travail. Bon, voilà l'état dans lequel nous sommes. Voici les résolutions que nous prenons. Il reste maintenant à chaque pays de faire son propre bilan et de se dire que bon, nous, on va dans telle direction. D'accord. Merci Omer Ntougou d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Urban FM pour ce cadeau de Noël que j'ai entre les mains. Oui. C'était un réel plaisir et c'est toujours un plaisir de te recevoir dans notre émission. J'espère que les auditeurs ont été éclairés sur les questions relatives à les changements climatiques et surtout à la COP 21 parce que ça a vraiment fait du buzz dans les médias ces derniers temps. J'espère que la prochaine fois on aura l'occasion de te recevoir dans notre émission. Merci à tous et puis j'espère que les auditeurs ont pu... j'aime l'esprit de cette émission où on parle à bâton rompu. Ça permet à tous ceux qui se posent des questions d'avoir des réponses qui viennent comme ça de tous les horizons.
Et ce sera toujours bien sûr un plaisir de revenir ici, quoi. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici la publicité.